Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sommaire. Résolution de la crise libyenne. Le président français Emmanuel Macron a rencontré lundi 9 mars le général libyen Khalifa Haftar à l'Elysée. Ce dernier s'engage à signer un cessez-le-feu à condition que son adversaire du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU s'y engage également. La Banque européenne d'investissement va contribuer à hauteur de 43 milliards de francs CFA au financement du renouvellement de la ligne ferroviaire Bélabo-Ngaoundéré au nord du Cameroun, somme qui servira précisément à financer les études détaillées et les travaux proprement dits. Et puis le gouvernement sénégalais va bénéficier d'un financement de 125 millions de dollars de la Banque mondiale, somme destinée à financer le projet pour la promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal. Khalifa Haftar, commandant militaire de l'Est de la Libye, a déclaré au président français Emmanuel Macron qu'il était disposé à signer un cessez-le-feu et s'y tenir si les milices soutenues par le gouvernement de son rival Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, s'y engageaient et le respectaient également. Les deux protagonistes se sont rencontrés ce lundi 9 mars à Paris. Une énième tentative visant à mettre un terme à la crise libyenne a-t-elle des chances d'aboutir cette fois-ci? Les analystes se montrent sceptiques. Siam Victoire Sedji. 9 mars à Paris, le maréchal Khalifa Haftar s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'armée nationale libyenne a déclaré qu'il était prêt à signer le document du cessez-le-feu en Libye, mais à condition que les milices de Tripoli, fidèles au gouvernement national d'union de Fayez el-Sarraj, le respectent également. Probablement, c'est la France qui a tenu à ce que cette réunion se tienne à Paris et à ce qu'elle soit rendue publique. Le maréchal Haftar a beaucoup de conditions d'appréhension par rapport à un cessez-le-feu. Il est très probable que cette déclaration en reste là et ne soit pas suivie d'effet sur le terrain. Après avoir accepté de faire une trêve le 11 janvier 2020, les deux camps rivaux ont contre toute attente très vite rompu leurs engagements. À ce jour, ils se parlent par personne interposée et s'accusent mutuellement d'organiser clandestinement l'envoi d'armes et de mercenaires sur le territoire libyen. Le dossier libyen échappe en grande partie aux parties libyennes. Il s'agit bien évidemment d'un dossier où les intérêts ou les calculs des puissances impliquées dans ce dossier ont une grande importance. Selon des sources officielles, le ministre de l'Intérieur du camp rival, le GNA, Fatih Bachaga, devrait lui aussi être accueilli en France le 17 mars, alors que plusieurs pays africains continuent de décrier des ingérences extérieures multiples néfastes au règlement du conflit. Le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a échappé à un attentat ce lundi 9 mars. Son convoi a été visé par une explosion et des tirs d'armes automatiques. Une attaque destinée à perturber le processus électoral selon le Conseil des ministres. Les précisions de Kamesh Katapoulé. De joie retentissent dans les rues de Khartoum. Les Soudanais célèbrent en quelque sorte une victoire. Leur Premier ministre, Abdallah Hamdok, a échappé à une attaque terroriste à la bombe dans la capitale ce lundi 9 mars. Une attaque qualifiée de terroriste par le Conseil des ministres. Pour le moment, l'attentat qui n'a fait aucun mort n'a pas été revendiqué. Le Premier ministre n'a pas été touché par l'attaque. Parmi les membres du protocole qui accompagnaient M. Hamdok, seul membre de son entourage a été légèrement blessé à l'épaule. Le Premier ministre est retourné à ses fonctions dans son bureau. Les autorités ont commencé leur enquête. Selon le Conseil des ministres du Soudan, l'assaut était destiné à perturber le processus électoral. Un processus enclenché dans le pays depuis la signature de l'accord de transition le 17 août 2019. Depuis son investiture le 21 août 2019, Abdallah Hamdok dirige un gouvernement de transition. À ses côtés se trouve un conseil souverain composé de 11 membres. Ensemble, ils doivent mener une transition de 3 ans pour aboutir à des élections libres. Nous ferons face avec détermination à la menace d'attaque terroriste. C'est la révolution soudanaise qui a été touchée par cette attaque. Mais nous ferons en sorte que la transition poursuive sa marche. Depuis son investiture, le Premier ministre Abdallah Hamdok a un défi majeur, réformer un système politique hérité de l'ancien président Omar el-Béchir. Des réformes ont été entreprises, notamment pour relancer l'économie du pays.
Abdallah Hamdok s'active également à négocier un accord de paix avec des mouvements rebelles de l'ouest et du sud du Soudan. La Tunisie baisse ses prévisions de croissance et demande un nouveau prêt au FMI. Le pays table désormais sur un taux de croissance de 1% contre 2,7% auparavant. L'épidémie de coronavirus qui pèse sur le tourisme explique cette baisse des prévisions de croissance selon les experts. Ange Noménian. La Tunisie baisse ses prévisions de croissance pour 2020. Le pays s'attend désormais à un taux de croissance de 1% contre 2,7% prévu initialement. L'épidémie de coronavirus qui pèse sur le tourisme est la principale cause de cette revue à la baisse. Les touristes ne vont plus venir si souvent que ça, donc ça va impacter directement nos avoirs en devise. Ça va justement impacter négativement l'import et donc le commerce en général. Ça, c'est le premier volet. Les citoyens ont peur, donc concrètement, dans les faits, il y aura moins d'activité économique. Les gens sont un peu partout en train de se confiner, donc les commerces marcheront moins bien, c'est logique. La Tunisie cherche à nouer un nouvel accord avec le Fonds monétaire international après celui conclu en 2016. Celui-ci s'était matérialisé par un prêt de 2,8 milliards de dollars. Il était question de réduire les déficits budgétaires et les dépenses publiques. Je pense qu'il faudra s'attendre, si la crise se développe, si l'épidémie se développe, que la croissance soit carrément négative pour le prochain trimestre. Pour le trimestre qui vient de passer, on était déjà à 0,1% de croissance. Donc déjà, nous sommes assez affaiblis. Mais dans les faits, il y a plusieurs secteurs qui sont touchés. L'économie tunisienne a connu des périodes de crise financière. Le pays doit emprunter environ 3 milliards de dollars au niveau international en 2020 pour respecter ses engagements de dépenses. Le Cameroun va bénéficier du soutien de la Banque européenne d'investissement concernant le projet de renouvellement de la ligne ferroviaire Belabo-Ngaoundéré au nord du pays. Inaugurée en 1974, cette ligne n'a jamais été renouvelée depuis lors. La BEI compte débloquer 43 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun pour mener à bien ce projet qui à terme contribuera à l'augmentation du trafic de passagers grâce à la facilitation des conditions de mobilité. Les détails de Nelly Bessa. La mobilisation financière en faveur de la ligne ferroviaire Belabo-Ngaoundéré se poursuit. 43 milliards de francs CFA ont été alloués pour le projet de réhabilitation de ce tronçon ferroviaire. Longue de 330 km, le projet de réhabilitation de cette voie ferrée a déjà mobilisé 58,44 milliards de francs CFA sur les 100,84 milliards nécessaires à la réalisation de cet ouvrage. Les fonds levés sont issus respectivement de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Un geste porté en vue de l'aide publique au développement dont la convention de financement a été signée le 21 février 2019. Pour la mobilisation des fonds complémentaires nécessaires à la réalisation de ce projet d'importance, l'hypothèse la plus envisageable est que le Cameroun passe par des accords bilatéraux. C'est d'ailleurs l'objet des négociations qui ont actuellement cours entre le gouvernement, notamment les responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire d'une part et l'Agence française de développement d'autre part. Nous pensons qu'un tel accord peut être trouvé dans le but de mobiliser les fonds complémentaires à la réalisation de ce projet. Le renouvellement de la voie ferrée entre Belabo et Ngaoundéré contribuera à l'augmentation du trafic de passagers à travers la facilitation des conditions de mobilité. Ces travaux permettront également l'amélioration de la sécurité des transports et l'accroissement des échanges entre ces deux localités du Cameroun. La réalisation de ce projet est essentielle pour la facilitation du commerce partant ou allant dans le Grand Nord. De plus, il va permettre de répondre à l'augmentation du trafic des passagers, de faire des économies sur la durée et les frais d'exploitation ou encore de renforcer la sécurité du transport au Cameroun et dans cette partie du pays. Précisons que la rénovation de l'axe Belabo-Ngaoundéré fait partie d'un vaste programme de renouvellement des infrastructures ferroviaires lancé par le gouvernement camerounais. Ces travaux concernent également le tronçon Douala-Yaoundé long de 230 km.
La Banque mondiale a décidé d'accompagner l'État du Sénégal dans son projet visant à améliorer la gouvernance locale et la gestion des déchets. À cet effet, l'institution financière compte débloquer 125 millions de dollars en faveur du Promoged. Plus de 6 millions de Sénégalais devraient bénéficier de ce projet qui permettra également de former 5000 personnes dans les secteurs concernés. Siamlo Victoria Seji. Ces défis sont parmi les plus prioritaires que le Sénégal doit relever. L'amélioration de la gouvernance locale et la gestion des déchets. Pour accompagner les autorités, la Banque mondiale a annoncé 125 millions de dollars de financement, lequel s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat pays pour les années budgétaires allant de 2020 à 2024. On parle beaucoup de gouvernance locale, mais ce n'est pas des choses qu'on applique tout le temps. Aujourd'hui, par rapport à la gouvernance locale, par rapport à la gestion des déchets, les maires ne savent rien de comment on gère les déchets aujourd'hui. Ils sont obligés de travailler avec des experts et souvent ils n'ont pas les moyens pour payer des experts là ou bien ils n'ont pas les moyens pour avoir des plans de gestion des déchets. À travers l'acte 3 de la décentralisation établi depuis mars 2013, l'exécutif sénégalais s'est engagé à renforcer la gouvernance locale. L'objectif est d'organiser le pays en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. À cet effet, une multitude d'initiatives ont été mises en œuvre à l'instar du projet Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged. Depuis l'acte 3 de la décentralisation, donc c'est devenu des compétences transférées. Donc c'est les communes qui ont la responsabilité de gérer leurs déchets. Mais il faut reconnaître aussi que quand le gouvernement a transféré ce problème-là aux communes, il n'aura pas transféré un problème où il faut réfléchir, trouver des solutions et tout ça, mais il leur a transféré quelque chose qui est déjà problématique. Les communes n'étaient pas préparées à tout ça. La majeure partie des communes du Sénégal n'ont même pas de plan de gestion des déchets. 5000 personnes seront formées à la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides grâce à ce financement. La question de la gestion d'ordures se pose avec acuité dans la plupart des villes et communes d'Afrique. Selon la Banque mondiale, en Afrique de l'Ouest, les villes produisent en moyenne 300 000 tonnes de déchets par an. Seuls 40 à 60% sont collectés. Le coronavirus continue de faire des vagues et aucun secteur n'est épargné. La récente décision de l'Arabie Saoudite d'augmenter à plus de 10 millions de barils par jour sa production pétrolière et de casser les prix de vente de son brut pour le programme de chargement d'avril a affolé les marchés boursiers. En l'absence d'accord entre les autorités russes et saoudiennes, de lourdes conséquences sont à prévoir pour les pays producteurs les plus dépendants de l'or noir en Afrique, comme c'est le cas du Congo, de l'Angola ou encore du Nigeria. Aïssa Toubari nous en dit plus. Les prix du pétrole se sont effondrés de plus de 30% en tombant sous la barre des $30 sur le marché asiatique. Une situation occasionnée suite à la décision de l'Arabie Saoudite d'augmenter à plus de 10 millions de barils par jour sa production pétrolière. Une décision non sans conséquences pour les principales places boursières africaines. Lundi 9 mars 2020, les bourses de Casablanca, Nairobi et Johannesburg étaient en baisse respectivement de 5,54%, 5,9% et 6,08%. Les pays africains auraient dû y penser directement au sorti du récent choc de baisse des prix des matières premières. Le FMI a dû intervenir pour soutenir les balances des paiements et finalement maintenir la capacité de ces pays à honorer leurs engagements en termes de remboursement des dettes. Le Nigerian All Share Index était en baisse de 2,38%, soit son repli le plus important depuis le 13 février 2018, tandis que le GX30, qui regroupe les 30 plus importantes valeurs boursières en Égypte, était en contraction de 7,8%, soit sa plus mauvaise performance journalière depuis le 25 novembre 2012. Donc il faudra que les gouvernements africains jouent à un très important jeu d'adresse. Les revenus globaux du continent vont extrêmement baisser. Cela va aussi entraîner comme conséquence une baisse des investisseurs étrangers et on sera parti pour un petit cycle de crise qui risque d'aggraver les tensions sociales. À l'absence d'accord et face à la position ferme de la Russie, les pays membres de l'OPEP, dont ceux du continent africain comme le Congo, le Nigeria ou encore l'Angola, se retrouvent engagés dans une guerre des prix vertigineux dont seuls les plus solides s'en sortiront. Dans ce contexte, l'Afrique risque de subir les conséquences. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.